Nous allons donc passer à la première table ronde qui, vous l'avez déjà vu dans vos programmes, porte sur une vaste question. Que savons-nous de l'adolescence aujourd'hui? Je vais inviter les participants à cette table ronde à me rejoindre, Ludivine Bantini, Daniel Marcelli et Alexandra Ciari. Je voudrais aussi profiter de ce petit moment pour vous remercier d'abord de vous être soumis à des conditions de sécurité quelquefois drastiques, mais qui sont liées à la sécurité. Vous ne vous en voudrez pas. Vous informer qu'il n'y aura pas de pause dans la matinée parce que le programme est chargé, que donc le déjeuner aura lieu vers 13h au 3e étage et qu'il vous est recommandé pour vous y rendre d'emprunter les escaliers. Vous pourrez aussi profiter de ce temps de pause pour visiter l'exposition au 3e, on vous en reparlera. Vous voyez déjà ce cheval cabré. Il y a aussi un crocodile là-haut en fer forgé qui a été fabriqué, conçu par les jeunes de la PJJ, tout comme d'ailleurs les viennoiseries qui ont été faites par un restaurant d'application. Pendant les différentes tables rondes, vous aurez la possibilité de poser des questions par écrit. Vous avez dans vos petites mallettes vertes un bloc-notes et un stylo à cet effet. Les questions seront ensuite posées par un membre du groupe d'appui. C'est un groupe qui, vous le savez, a largement contribué à organiser cette journée. À la fin de chaque table ronde, de chaque temps, les hôtesses, et comme la chance, ne passeront qu'une fois pour ramasser vos questions qui seront ensuite regroupées et il en sera retenu l'essentiel. Pendant la journée, vous allez également voir des vidéos, des paroles de jeunes très éclairantes, des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse ou par l'administration pénitentiaire. Il s'agit d'extraits de plusieurs films qui sont présentés dans votre programme. Donc nous en venons à notre sujet. Que savons-nous de l'adolescence aujourd'hui avec Ludivine Bantini qui est historienne, Daniel Marcelli qui est pédopsychiatre, Alexandra Ciari qui est adjointe au maire de Bordeaux qui vont donc nous éclairer sur le sujet. Leurs travaux sont d'ailleurs dans vos dossiers. On a beaucoup dit que la jeunesse n'était plus la même qu'en 1945, qu'un ado d'aujourd'hui a plus de maturité qu'autrefois. Les jeunes suscitent encore plus qu'autrefois une certaine inquiétude, l'inquiétude des parents, mais l'inquiétude aussi de toute une société. Dans vos dossiers, vous pourrez lire également tout ce qui a été écrit sur la jeunesse perdue, la jeunesse terrifiante. Alors, c'est pas très loin, ça n'est pas Prévert, mais c'est pas très loin de Rousseau. Je voudrais vous citer Socrate, donc, qui est mort 400 ans avant Jésus-Christ. Vous le savez, nous n'avons que des sources indirectes de Socrate, puisqu'il n'a pas écrit, mais d'autres se sont chargés de nous transmettre sa pensée. Voici ce que Socrate disait. Notre jeunesse aime le luxe, elle est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect de ses aînés. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans, ils ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et ils sont tout simplement mauvais. Alors finalement, à entendre ça, on s'est dit que le regard que l'on porte aujourd'hui sur notre jeunesse est plutôt bienveillant. Comment la société s'occupe-t-elle de ces jeunes? Ludivine Bantini, vous êtes donc historienne, maître de conférences en histoire contemporaine. Vous avez dirigé un ouvrage sur les jeunes au XIXe et au XXe siècle. D'abord, comment est-ce que vous définiriez la jeunesse? Quels sont les enjeux généraux? Vous permettez que je m'assoie à côté de vous. Quels en sont les enjeux généraux, finalement, qui sont propres aux jeunes et au concept même de jeunes? Chaque génération appartient, d'une manière ou d'une autre, à son époque. Oui, alors tout à fait, vous venez de citer Socrate, qui nous montre bien qu'il faut mettre à distance historique cette notion et lui conférer son pluriel, c'est très important, de parler des jeunes au pluriel et des jeunesses, et de montrer à quel point il s'agit pour partie d'une construction historique, d'une construction sociale. Le terme d'adolescence, par exemple, est une invention extrêmement récente, même s'il existait en latin le mot adolescens, mais il a été abandonné jusqu'au tout début du XXe siècle, jusqu'à ce qu'il réapparaisse sous la plume notamment de psychologues, de psychiatres. Je pense en particulier à Grenville Stanley Hall, qui a revisité la notion au tout début du XXe siècle. Même, on pourrait se dire intuitivement que, au fond, il y a bien un âge biologique, un âge physiologique et psychologique qui correspond à l'adolescence et à la jeunesse. Mais même à cet égard, on s'aperçoit qu'il y a bien une détermination historique. Si on prend simplement les critères définissant la puberté, donc ce que l'on pourrait considérer comme l'entrée
dans l'adolescence, la sortie de l'enfance, eh bien, on voit une évolution historique qui est tout à fait déterminante à l'échelle de 2 siècles. Pour vous en donner une idée précise, au milieu du XVIIIe siècle, l'âge des premières règles, c'est 16 ans, aujourd'hui 12 ans. Donc c'est une évolution qui est tout à fait considérable. Ceci pour dire qu'il faut véritablement considérer que lorsqu'on parle de la jeunesse au singulier, comme s'il y avait là une entité, une identité singulière, eh bien on s'exprime davantage finalement sur les sollicitudes, les inquiétudes de la société, bien davantage que sur les jeunes eux-mêmes dans leur diversité sociale et dans leur diversité sociopolitique. Et les propos tenus tout à l'heure par Madame la Ministre ont bien insisté sur la dimension extrêmement politique du sujet, au sens très strict du terme, au sens grec, puisque vous parliez de Socrate, au sens antique, c'est-à-dire la police. Qu'est-ce qui fait cité ? Qu'est-ce qui fait commun ? Et on voit à travers les âges à quel point la jeunesse a suscité des assignations, des missions, des fonctions sociales. Les jeunes, par exemple, étaient très présents dans les villages et les cités du Moyen-Âge, et à l'époque moderne également, où on leur conférait une attribution qui était, paradoxalement en apparence, celle de préserver l'ordre social. Ainsi, les jeunes étaient-ils les premiers à être mobilisés lors de charivari, les charivaris qui existaient encore dans la seconde moitié du XXe siècle, dans bien des villages et des villes de France, en particulier dans les campagnes. Les charivaris consistaient notamment lorsque l'ordre social était bouleversé, par exemple lorsqu'un veuf épousait en secondes noces une femme beaucoup plus jeune que lui, eh bien, les jeunes étaient en charge justement d'organiser une sorte de chahut pour, par cette espèce d'inversion des rôles, en conférant à la jeunesse cette mission de préservation par le jeu, par la fête, mais dans le jeu il y a du sérieux, de rétablir cet ordre social. Donc ce sur quoi il faut insister, c'est vraiment sur cette construction historique d'un imaginaire de la jeunesse. Au XXe siècle, on a véritablement vu apparaître le mythe selon lequel les jeunes, la jeunesse, auraient été une nouvelle classe dangereuse. Et il n'est pas anodin de souligner qu'il y avait là un écho direct avec ce qu'au XIXe siècle, à propos des ouvriers, à propos des prolétaires, on évoquait justement comme des classes dangereuses. La jeunesse comme classe dangereuse, on l'a vu apparaître dans tous les discours médiatiques du début du XXe siècle, au travers de la figure des Apaches. La figure à la fois proche et lointaine qui suscitait cette anxiété. Mais là encore, c'est un discours politique et médiatique qui dit bien davantage sur cette peur de la décadence, sur la peur de la déviance, que sur les jeunes eux-mêmes, que sur ces jeunes qui susciteraient supposément un danger, alors que précisément, on insiste toujours très peu sur les dangers qu'eux-mêmes encourent, les risques qu'ils encourent. Dans les années 1950, on voit réapparaître, c'est véritablement un serpent de mer qui chemine, ce discours sur la jeunesse comme classe dangereuse. Vous connaissez tous et toutes le mythe des blousons noirs. Je dis mythe, pourquoi ? Parce qu'on voit très précisément à quel moment l'image en a été forgée. C'est à l'été 1959, l'été, c'est pas là non plus arbitraire, les médias, les journaux en l'occurrence, ont assez peu de pain à se mettre sous la dent au cœur d'un été qui est dépourvu d'événements, et des rixes entre bandes de jeunes, comme on en trouve comme historien dans les archives depuis les archives de l'âge moderne, de l'Ancien Régime, eh bien, des rixes entre bandes de jeunes suscitent dans la presse un écho tout à fait considérable, et on voit s'inventer sous la plume de certains journalistes le terme même de blouson noir. On le voit d'autant plus que dans les archives de la préfecture de police, par exemple, il y a des interpellations qui sont effectuées à l'égard de journalistes qui ont fabriqué des images sur ces jeunes, qui ont demandé à des jeunes de revêtir la panoplie typique ou supposément typique du blouson noir, le blouson lui-même évidemment, les chaînes de vélo, etc. Voilà, pour créer en quelque sorte cette image des jeunes. Et pendant ce temps, et ça me semble vraiment très important
de l'indiquer avec force, c'est que pendant ce temps, finalement, quand on fabrique ce mythe d'une jeunesse supposément dangereuse, eh bien, on oublie précisément ce que sont les conditions sociales, socio-économiques des jeunes en question. Dans ces années 1950, les jeunes sont très majoritairement voués directement au monde du travail. Et c'est bien la raison pour laquelle le mot adolescence n'est pas du tout utilisé à propos notamment des jeunes des catégories populaires. Il n'est pas utilisé ce mot parce que on ne peut pas vivre son adolescence quand on est plongé directement dans le monde des adultes avec des conditions de travail qui sont extrêmement rudes, que ce soit dans le monde agricole ou dans les usines. Donc ces jeunes gens, ils subissent ce que j'ai appelé le préjudice de l'âge. Il y a bien un préjudice de l'âge que l'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs. Préjudice de l'âge, en l'occurrence dans cette période-là, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des abattements d'âge. C'est-à-dire qu'on suppose, par un effet de naturalisation, que les jeunes, par essence, presque par vocation, sont voués à avoir des salaires qui sont moins élevés, simplement, même à travail égal, mais simplement en raison de leur âge. Donc il y a bien un préjudice de l'âge, les abattements d'âge, qui ne seront abrogés qu'en 1968, on pourra revenir sur 68, ils ne sont abrogés qu'en 1968. Ces abattements d'âge consistent à verser un salaire de, mettons, 40% pour les jeunes travailleurs de 15 ans, 40% du salaire moyen à travail égal d'un même salarié. 60% à 17 ans, etc., selon les branches et selon les conventions collectives en vigueur. Et ce préjudice de l'âge, finalement, on le retrouve d'une manière différente, mais presque de façon accélérée au cours de la période la plus contemporaine, et ce, depuis que les jeunes sont frappés de plein fouet par le chômage, Madame la ministre l'a indiqué, mais également par la précarité. Et là aussi, il y a une espèce d'effet d'essence. Voilà. Les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, seraient par essence voués à cette flexibilité, à cette précarité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a seulement moins de 20% des jeunes de 25 ans qui ont un contrat à durée indéterminée. Donc cette précarité, et qui s'est non seulement diffusée, mais qui s'est également institutionnalisée. Ça a commencé avec les travaux d'utilité collective, jusqu'aux diverses formes d'emploi jeune, de contrat première embauche, et on sait à quel point le contrat première embauche en 2006 a suscité une véritable révolte politique, non seulement d'une partie des jeunes eux-mêmes, mais de bien des générations qui se sont retrouvées là au travers de cette opposition à une précarité généralisée pour les jeunes. Ludivine Montini, vous parlez de 1968. On voit bien que là, les jeunes ont été sur le devant de la scène. Ça a été le cas à différentes reprises au XIXe siècle. Est-ce qu'il y a aussi un risque avec beaucoup de guillemets, de radicalisation justement de la jeunesse ? Alors, radicalisation, est-ce qu'il politisation, s'agit d'un risque ? Alors, politisation, c'est certainement pas un risque, en tout cas, la politisation, et j'entends bien votre question. Il y a là aussi un mythe à interroger et à mettre à distance, le mythe selon lequel la jeunesse serait peu engagée politiquement. Et on le voit comme historienne et historien, c'est d'autant plus un mythe évident qu'en réalité, c'est une question qui se pose là aussi comme une véritable ancienne, comme quelque chose qui chemine, comme ce serpent de mer que j'évoquais tout à l'heure. Au XIXe siècle, on le voit sous la plume d'un Musset, on la retrouve plus tard, cette idée sous la plume de Zola au cœur de l'affaire Dreyfus, qui appelle les jeunes à s'engager. Or, les jeunes, alors là aussi je fais une généralité qui n'a pas lieu d'être, j'emploie une métonymie, des jeunes deviennent les jeunes et la jeunesse. Donc il faut toujours être très vigilant sur le risque, encore une fois, de faire de la jeunesse une catégorie sans observer de près sa diversité sociale et sa diversité politique. Donc les jeunes, bien des jeunes ont été politisés. Ce sont des jeunes, beaucoup de jeunes qu'on retrouve notamment sur les barricades en 1830, en 1848. Et là non plus, il n'est pas arbitraire que l'usage des barricades ait été réactivé en 1968. Il a été facile a posteriori de dire qu'il s'agissait d'un jeu.
Sur le moment, c'était bien plus qu'un jeu en 1968, ces barricades. Évidemment, du point de vue de la tactique, entre guillemets, militaire, celles et ceux qui étaient investis sur ces barricades en 1968 se rendaient bien compte de leur manque relatif d'efficacité. Mais il y avait là un enjeu politique fort, avec d'ailleurs une sorte de résurgence de la commune. On parle beaucoup de la commune en 1968, et les barricades sont, à cet égard, un objet politique. La jeunesse. On dit souvent que 1968, et on le dit aujourd'hui, on le disait déjà un peu à l'époque, Edgar Morin, par exemple, parlait de commune, le mot est important, juvénile. 1968 n'a pas été qu'un mouvement de jeunes. Il faut vraiment, là aussi, le mettre en exergue, puisque c'est vraiment un moment de grève générale qui touche plusieurs générations, mais pas seulement objectivement. Pas seulement parce que 10 millions de personnes se mobilisent, notamment par la grève, par des comités d'action et des comités d'occupation des entreprises, des universités, des lycées, mais aussi parce qu'il y a une volonté politiquement pensée de créer un décloisonnement des barrières sociales, de créer un mouvement qui soit véritablement intergénérationnel. Les étudiants, qui sont à l'époque une toute petite minorité par rapport à la classe d'âge des jeunes de cette époque, puisqu'ils représentent environ 12% des cohortes jeunes à l'époque. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans leur mouvement, ces étudiants contestataires, c'est que non seulement ils mettent en cause directement un système capitaliste, en fait, fondé sur la concurrence, sur la compétition, le marché généralisé, mais en fait, ils veulent s'oublier comme étudiants pour aller vers les autres catégories sociales, et en particulier vers les travailleurs, vers les salariés, et notamment parmi eux les ouvriers. Et les jeunes ouvriers et ouvrières sont tout particulièrement aux avant-scènes aussi de ce mouvement de 1968. Alors, 1968 n'a cessé de créer des résurgences. C'est-à-dire que dans toutes les grandes mobilisations, et il y en a eu de nombreuses, elles ont véritablement égrené la période politique depuis 1968 jusqu'à très récemment. En 2010, par exemple, les jeunes étaient très mobilisés. On a cru y voir un paradoxe puisqu'il s'agissait de s'opposer à la réforme, une des réformes Fillon des retraites, mais il n'y avait pas là de paradoxe puisqu'il y avait bel et bien cette alliance intergénérationnelle, puisque toucher au système des retraites, c'était aussi toucher à l'ensemble d'un système de protection sociale, mais aussi des conditions de travail. Et donc ne concernait pas uniquement l'autre bout de la chaîne générationnelle, en quelque sorte. Les jeunes, oui, sont pour beaucoup politisés par d'autres formes que le vote, par d'autres formes que la participation électorale. Je le disais, ces mobilisations ont été très nombreuses et ont souvent usé de la référence à 1968, que ce soit en 1986, lorsqu'un grand mouvement lycéen et étudiant a protesté contre la loi Devaquet, qui entendait réformer l'université, que ce soit en 1993 contre le CIP, le contrat que proposait le gouvernement Balladur à l'époque, et qui, encore une fois, contribuait à l'institutionnalisation de la précarité dont j'ai parlé tout à l'heure. En 2006, et là aussi en 2006, contre le CPE, vous vous rappelez certainement, c'était véritablement un mouvement intergénérationnel, puisque les salariés, une partie des salariés, sont entrés dans un mouvement de grève pour soutenir les lycéens et étudiants qui se mobilisaient. Et puis, il y a d'autres formes politiques qu'on a évoquées par allusion tout à l'heure, notamment ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers populaires. 2005 et 2006, bon, ce sont 2 années évidemment consécutives sur le papier, mais pas uniquement d'un point de vue politique et de l'engagement des jeunes. 2005, ce sont évidemment les grandes révoltes dans les quartiers populaires après la mort de Zied et de Bouna. Et les révoltes dans ces quartiers populaires, même si elles utilisent des formes radicales par la violence, par l'usage notamment des incendies, ceci encore alimenté par une mise en scène médiatique, mais c'est aussi du politique. C'est aussi une parole politique. Certains sociologues ont pu parler de révoltes proto-politiques, parce que ce ne sont pas des mouvements qui engagent des formes traditionnelles du politique, des manifestations telles qu'on peut les connaître,
mais c'est aussi du politique qui porte un discours extrêmement fort sur la relégation, sur les formes de stigmatisation, sur les formes de discrimination que bien des jeunes connaissent. Merci Ludivine Bantigny pour cet éclairage historique si précieux. Daniel Marcelli, je vais vous demander en moins d'un quart d'heure de nous expliquer ce que c'est que l'adolescence, donc avec des constantes, la puberté, on le sait, qui a toujours été une période difficile, une remise en cause de son identité, ce qu'on appelle une réorganisation des instances psychiques et qui se passe précisément à ce moment-là de la vie, en quelques années. Rude défi que de parler de l'aspect psychologique de l'adolescence, puisqu'effectivement, on demande souvent, concernant l'adolescence et la jeunesse, s'il s'agit d'un processus individuel, d'un processus social ou d'un processus culturel. Et j'ai pour habitude de dire que c'est à la fois un processus individuel, puisque l'adolescence, c'est quand même la transformation pubertaire et la mise en place de la sexualité dans son corps. C'est vraiment quelque chose d'individuel. Mais c'est également un processus social, parce qu'avec ce corps qui est doté d'une nouvelle énergie, quelque peu bousculante, comme le rappellent aussi bien Rousseau que Sophocle. Effectivement, c'est un processus social qui implique un remaniement des relations aux autres et aux parents en particulier. Et enfin, c'est un processus culturel, puisqu'au terme de l'adolescence, tout être humain, quel qu'il soit, devra pouvoir s'identifier, et en particulier dans un sexe et même dans un genre masculin-féminin, et aucune société n'échappe à cette dimension d'assignation du genre, même si actuellement quelques individus ayant quelques problèmes réclament justement autre chose que les deux genres dans lesquels toutes les sociétés s'organisent. Nul ne contestera que l'adolescence, c'est le temps de la construction de l'identité. L'adolescence et jeunesse avec, je dirais, deux principaux temps de construction de l'identité. Le premier qui est évidemment un temps individuel et familial, qui correspond assez prochement au temps de l'adolescence, et le second qui est un temps de construction, je dirais, culturelle, environnementale, sociale, dont vient de parler la personne à côté de moi, historienne, donc Madame Bantigny, qui est là traditionnellement énoncée sous le terme de jeunesse. C'est donc plutôt ce premier terme, le terme de la construction identitaire du sujet, auquel les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes s'intéressent. Et de ce point de vue, il y a des choses qui effectivement n'ont pas changé, mais d'autres choses qui ont changé, le contexte dans lequel cela survient a changé. Je voudrais dire deux, trois choses qui sont peut-être contraires à ce qu'on dit habituellement de l'adolescence. Parmi les choses qui n'ont pas changé, il y a effectivement la puberté. La puberté présente deux facettes. Je ne vais pas me lancer dans évidemment une description de la puberté, mais elle présente une facette de transformation du corps, l'accession donc au physique d'un garçon ou d'une fille, d'un homme ou d'une femme. Et cette transformation du corps, je voudrais que tous prennent conscience qu'en fait, par cette transformation même, c'est une attaque en règle contre le sentiment d'identité. Le sentiment d'identité à l'adolescence est vulnérabilisé, fragilisé. Et cette vulnérabilisation et cette fragilisation ne peuvent être supportées que si et uniquement si le socle identitaire qu'on appelle nous narcissique, c'est-à-dire ce qui a été acquis dans la toute petite enfance, est suffisamment solide pour faire face à ce que j'appellerais cet ébranlement. Donc il y a d'abord et avant tout une attaque du sentiment d'identité à l'adolescence, d'où toutes les questions, et d'où théorique de l'adolescent, et d'où également cette question du doute qui, pour nous, pédopsychiatres et psychiatres d'adolescents, est un élément, je dirais, de la santé psychique d'un adolescent. Pouvoir douter, même si c'est douloureux, est un élément d'une forme de santé psychique. La deuxième chose qui n'a pas changé, c'est qu'effectivement, cette puberté, ça conduit à la sexualité. Or, n'oublions pas l'étymologie de sexualité qui provient du latin secare, qui veut dire couper. On ne va pas rappeler le mythe de Platon, mais à partir du moment où l'individu a une sexualité active, il est coupé d'une partie de lui-même. Et cette coupure, qu'il le veuille ou non, le fait entrer dans quelque chose qui est absolument douloureux pour lui, qui est la dépendance affective. Cessons de raconter que l'adolescence, c'est l'âge de l'autonomie sociale, etc. C'est d'abord et avant tout l'âge de la dépendance affective. De la dépendance affective à quoi? De la dépendance affective au désir de l'autre. Un autre qui n'est plus ses parents, un autre qui devient un étranger, et dont précisément le désir reste toujours une énigme. C'est ce que nous appelons l'altérité du désir. On ne sait jamais ce que l'autre désire à notre égard. Donc effectivement, l'adolescence est à la fois une attaque contre le sentiment d'identité et en même temps l'entrée dans la problématique de la dépendance. La dépendance qui est ce qui nous caractérise, nous, êtres humains,
c'est-à-dire que nous dépendons, nous sommes des animaux sociaux et nous dépendons de l'environnement. Alors, de ce point de vue-là, la pulsion sexuelle qui habite l'adolescent, elle pousse le jeune vers l'autre, elle pousse le jeune vers la rencontre. Et elle active cette prise de conscience d'une dépendance qui, bien entendu, peut être douloureuse, surtout quand le jeune, dans son enfance, a vécu des moments de dépendance difficiles, douloureuses, destructrices, etc. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est effectivement la pulsion. La pulsion, elle cherche son objet, elle veut aller jusqu'au bout. Et d'une certaine manière, encore, ces citations montraient bien le sens de la pulsion. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, effectivement, de toute façon, l'adolescent est un temps de souffrance. L'adolescent est un temps de souffrance parce qu'avant de rencontrer ces objets, il traverse cette période, je dirais, d'insatisfaction. Et donc, effectivement, il doit être en souffrance, comme on dit d'une lettre qu'elle est en souffrance, c'est-à-dire qu'elle est en attente. Effectivement, l'adolescence, c'est un temps d'attente et un temps de mise en patience. Et bien entendu, la difficulté, c'est que l'adolescent, excité par ses pulsions, dans la nécessité d'être en attente, rencontre effectivement une société qui est excitée et qui est impatiente. La société, effectivement, aujourd'hui, renvoie à l'adolescence et aux adolescents un temps d'impatience et d'excitation permanente qui, effectivement, renforce peut-être l'excitation propre de l'adolescent. On parle d'ailleurs d'adolescents maintenant. On parle également d'adolescents. Et je dirais donc que les valeurs de la société prennent l'adolescent dans un paradoxe. C'est ça qui me semble essentiel. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, notre société prône l'autonomie de l'individu comme valeur essentielle. Et d'une certaine manière, tous ici, je pense que nous partageons une religion laïque. Je pense que Madame la garde des Sceaux partage cette religion laïque. Cette religion laïque à laquelle il faut bien comprendre que les adolescents ont été élevés dedans et s'y cramponnent et s'y attachent. Cette religion laïque, je vais vous l'énoncer. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. C'est la religion dans laquelle nous élevons nos enfants et nous sommes élevés ici, entre nous. Eh bien, effectivement, bien sûr, cette religion implique de comprendre la différence entre la légitimité de mes pensées et la légalité de mes pensées, ce qui n'est pas tout à fait pareil. N'empêche que pour moi, toutes mes pensées sont légitimes, comme le fait que mon corps m'appartient. Et d'où l'importance aujourd'hui de développement de la notion de réciprocité et de respect dans lesquels les adolescents doivent être, je dirais, élevés, car précisément, cette croyance peut aller à l'encontre de cela. Donc l'adolescent vit dans un paradoxe où il est censé s'appartenir à lui-même et en même temps, il vit dans une dépendance relationnelle, une dépendance forte au désir de l'autre. Et je dirais que pour pouvoir respecter cette croyance, cette quasi-religion, il faut qu'il soit capable de garder la main sur ses pulsions. Garder la main sur ses pulsions, c'est dire autrement, d'avoir en soi une image d'autorité interne. La grande difficulté de l'autorité aujourd'hui, c'est que l'autorité n'est pas en crise. Il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Ce qui est fondamentalement en crise, ce sont toutes les figures traditionnelles chargées de représenter l'autorité. Plus aucune figure traditionnelle n'est légitime aujourd'hui pour représenter l'autorité, car toutes ces figures étaient des figures hiérarchiques hautes au-dessus de l'individu. Et donc, effectivement, il faut qu'on réinvente une définition nouvelle de l'autorité qui permette à l'adolescent de comprendre en lui la nécessité de garder la main, et non pas simplement par une figure hétéronome qui s'imposerait à lui. Et donc, cette situation montre aujourd'hui une tension de plus en plus grande entre l'individuel et le collectif. Cette tension n'a jamais été aussi forte et elle explique, je crois, en grande partie l'intensité de la frustration des adolescents. Une frustration extrême, alors que les adultes ont tendance à croire que les adolescents ont tout ce qu'il leur faut, les adolescents, eux, se sentent de plus en plus frustrés et insatisfaits. Bien entendu, cette frustration et cette insatisfaction, elle est redoublée quand effectivement il y a en plus des frustrations familiales, frustrations sociales, frustrations économiques, frustrations politiques, frustrations culturelles, frustrations, etc., etc., ce qui a été très bien énoncé par Madame la garde des Sceaux précédemment. Donc le problème pour l'adolescent est de sortir et de chercher à sortir de cette frustration. Et il y a un des éléments d'expression de cette frustration, c'est la rage. La rage, qui est effectivement ce que beaucoup d'adolescents connaissent et ressentent, et cette rage est là encore à la hauteur du sentiment de frustration. Mais la rage, pardonnez-moi, la rage, ça peut être destructeur, mais ça peut aussi aider à créer quelque chose. Tout à fait, Patricia. Je me permets de vous appeler comme ça. Tout à fait. Effectivement, la rage a deux versants. Un versant positif
et un versant négatif, on y reviendra. Et donc cette rage trouve son origine dans la frustration et elle s'alimente précisément du sentiment de ne pas être reconnu, de la non-reconnaissance ou, pire encore, du sentiment d'être rejeté. Et là, on a deux types de rage, effectivement. On a la rage créatrice, celle qui s'oriente vers quelque chose, celle qui trouve son objet de rencontre et qui peut être apaisée dans ce que beaucoup d'entre nous appelons la créativité. Et beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup d'éducateurs œuvrent justement pour chercher dans la rage de l'adolescent la part créatrice de sa rage. Et quand on arrive à l'attraper, quand on arrive à l'accompagner, évidemment que cela permet à cet adolescent d'en sortir. Mais hélas, quand il n'y a pas de créativité et qu'un objet à détruire s'offre à l'adolescent, cette rage peut se transformer en haine. Et ce que nous voyons parfois, c'est la transformation de la rage en haine et de la haine en destructivité. Quand cela s'effectue, j'insiste sur le fait que cela apaise la rage. Car avoir une haine et un objet de destructivité, ça fait du bien à la rage. La haine et la destructivité, c'est le pansement négatif de la rage, là où la créativité, c'est, je dirais, l'ouverture positive de la rage. Alors effectivement, les adolescents aujourd'hui sont confrontés à cet enjeu, d'autant plus qu'ils sont dans une situation sociale, comme cela a été dit, difficile. Je reviens brièvement à cette tension entre le collectif et l'individuel. La société, aujourd'hui, nous croyons tous, et cette croyance est silencieuse. Nous avons tous cette croyance. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Prendre en charge des adolescents, c'est leur montrer qu'on peut partager cette croyance, mais évidemment, c'est leur montrer aussi qu'ils ont besoin de liens, qu'ils ont besoin d'être en lien. Et c'est le paradoxe, ils sont dans cette dépendance au lien à l'autre. Et certains adolescents vont chercher ces liens ailleurs, parce qu'ils ne les trouvent pas autour d'eux. Et ailleurs aujourd'hui, c'est bien sûr Internet. Et ailleurs aujourd'hui, c'est effectivement cet Internet qui à la fois autorise la créativité, mais donne aussi des objets de haine et des objets de destructivité pour ceux qui n'arrivent pas à faire cette transformation. Donc je crois que nous sommes tous ici pour justement travailler sur ce point extrêmement subtil, où quelque chose qui est de la rage créatrice, qui est le bien de presque tous les adolescents qui sont dans la PJJ. Et je dis c'est un bien, cette rage est un bien. Eh bien c'est notre rôle collectif d'offrir à ces adolescents par la rencontre, par la reconnaissance, quelque chose qui leur permette de faire de cette rage un objet créatif et non pas de se verrouiller et de s'enfermer dans un objet de haine et de destructivité. Tel est, je crois, l'enjeu de la prise en charge de l'adolescent et l'enjeu peut-être du travail avec lui au travers de tout ce que, ici présent, nombre d'entre vous font quotidiennement. Je vous remercie. Merci à vous, Daniel Marcelli. Je pense que les hôtesses vont peut-être commencer à circuler parmi vous pour recueillir vos questions. Alexandra Ciari, je le disais tout à l'heure, vous êtes élue dans une grande ville, en l'occurrence Bordeaux, vous êtes en charge des politiques de prévention, vous êtes également vice-présidente du FFSU, le Forum français de sécurité urbaine. Vous devez répondre, j'imagine, à une inquiétude évidemment de la population, quand il y a trop de charivari dans les rues, quand il y a des soirées festives où les jeunes boivent peut-être un peu trop. Les jeunes eux-mêmes, d'ailleurs, sont en danger. Il peut y avoir des comportements marginaux. Comment est-ce que, compte tenu de ces faits-là, vous envisagez-vous, au niveau d'une ville et peut-être plus, une politique de prévention? Comment est-ce qu'on va vers ces jeunes? Oui, d'abord deux petites remarques préliminaires. En effet, j'interviens au titre de la vice-présidence du FFSU, Forum français de la sécurité urbaine, qui est un réseau qui représente 130 collectivités locales. Et donc mon témoignage est celui de Bordeaux, mais comme ça pourrait être aussi celui d'autres villes. Et à travers mon témoignage d'adjointe à la cohésion sociale et territoriale, c'est bien un témoignage de tous mes collègues adjoints qui participent de ce travail sur la jeunesse, parce que c'est un travail absolument transversal. Et comme le rappelait aussi Madame la garde des Sceaux, des acteurs de terrain qui inventent chaque jour et qui proposent des choses, nous les aidons à faire en sorte que ce qu'ils proposent puisse effectivement se réaliser. Quand on est élu de terrain, élu de proximité, qu'on travaille sur les services à la personne, la question de l'adolescence et la jeunesse, évidemment, nous concerne directement parce qu'elle est à la source
les précédents intervenants l'ont dit, d'inquiétude, d'angoisse, mais aussi de beaucoup d'espoir. Et paradoxalement, cette jeunesse et encore plus cette adolescence ne vient pas à nous, les élus, ne vient pas dans les espaces que nous créons pour donner la parole aux citoyens et pour échanger. Ce n'est pas sa pratique classique. Donc il s'agit évidemment, de nous mettre à sa disposition et de créer plus encore pour elle que pour n'importe quel citoyen des lieux, des espaces de temps, de rencontres, pour créer ce lien, pour créer cette confiance, pour créer ces temps de dialogue et aussi de controverse, pour leur permettre de libérer cette parole, quelle qu'elle soit, à condition qu'on puisse évidemment derrière échanger dans le temps. Alors, nous, à Bordeaux, on a une tradition très forte de médiation. C'est ce qui nous vaut peut-être d'être une ville apaisée, c'est-à-dire qu'on a toujours priorisé le aller vers, le faire avec, donc une tradition de médiation et une tradition aussi de gouvernance partagée, partager des constats, partager des diagnostics et puis partager des plans d'action. Pour pouvoir faire une bonne politique de prévention, il faut d'abord avoir une bonne politique de jeunesse. Et une bonne politique de jeunesse, si tant est qu'on puisse trouver ce qualificatif, c'est se mettre à disposition de ce dont ils ont besoin, donc favoriser pour eux la mobilité, c'est-à-dire comment peuvent-ils circuler dans notre ville librement, tranquillement. Alors c'est tout simplement tout ce qu'on peut faire autour des transports en commun, des pistes cyclables, tout ce qui fait qu'à un moment ils peuvent circuler quand ils le souhaitent. Et puis par-delà cela, c'est toute l'offre de services qu'on peut leur apporter. Alors c'est les city-stades, c'est nous on a sur les berges de la Garonne un parc des sports où les activités sont gratuites et qu'ils peuvent utiliser quand ils le souhaitent. Et c'est évidemment tout ce qu'on peut faire dans les centres sociaux, centres d'animation, maisons de quartier. Et on a été quand même très vigilants parce qu'il y a quelques années, on a fait un petit diagnostic qui a montré qu'ils avaient de moins en moins envie d'investir ces lieux, ces maisons de quartier et ces centres d'animation, et qu'il fallait en effet ouvrir dans la ville des lieux et des espaces publics extrêmement ouverts dans lesquels on peut leur proposer des services qui leur correspondent. Et puis un travail aussi à produire dans ces centres d'animation et ces maisons de quartier avec notamment des appels à projets favorisant leur envie d'autonomie à chaque fois qu'ils le souhaitent, et puis un travail sur les usages numériques. Je fais une petite parenthèse, ces usages numériques qui nous mettent quand même tous en tension et sur lesquels on a quand même du mal à trouver des solutions, tant cela touche l'intime, le privé et le public. On n'est pas forcément tous très opérationnels sur cette question. Voilà en gros ce qu'on a à faire autour de cette jeunesse et de toute cette jeunesse. Et puis ensuite, notre degré de vigilance, notre degré d'écoute et aussi un effort d'humilité doit nous amener à travailler beaucoup sur les zones de vulnérabilité. Sans jugement, mais en tout cas avec un vrai travail de diagnostic partagé et partenarial. Ces zones de vulnérabilité, c'est évidemment tout ce qui peut se passer autour de la surconsommation d'alcool, de cannabis. Alors là, on a mis en place, nous, un dispositif qui s'appelle Festive Attitude. On déploie sur le terrain, jour et particulièrement nuit, des médiateurs qui, autour de la musique, d'activité qui n'est pas une activité de jugement de ce qui se passe, mais une activité qui nous permet de vivre à leur côté les séquences de vie et d'être là au moment où potentiellement les choses peuvent déraper, pour essayer de mobiliser le collectif auprès des individus qui sont fragiles, c'est-à-dire essayer de trouver un système aussi pour qu'entre eux, ils puissent être dans cette vigilance et dans la compréhension de ce qui se passe, et que le passage à l'acte peut s'avérer être quelque chose de très complexe et dangereux pour eux, pour les autres et pour le grand tout, le collectif. Alors on le fait sur la suralcoolisation, on le fait bien sûr sur le cannabis avec le dispositif Cannabis, mais dans un tout autre registre, évidemment, ce qui est fondamental, et on pourrait en parler pendant des heures, c'est tout ce qu'on fait autour de l'éducatif et de l'école. Et là, je pense que le dispositif d'éducatif et de réussite éducative
qui est dans la politique de la ville, est un dispositif absolument fondamental que nous devons tous défendre avec beaucoup de force, parce que ce dispositif, c'est notre capacité justement à nous mettre tous ensemble autour de la communauté éducative, parents, enfants, professionnels, pour essayer d'accompagner le jeune et l'adolescent dans la compréhension de ses difficultés et dans les moyens que nous allons lui donner de trouver lui-même, à chaque fois que c'est possible, sa famille et nous, les conditions de sortie de la situation de crise dans laquelle il peut être. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est absolument oui, vous parlez des parents, vous les incluez donc? Ah oui, c'est fondamental. Ça ne fonctionne pas sans les parents et sans la volonté des parents de vouloir participer à ce travail. Les parents, c'est aussi quelque chose de très important dans notre maison des adolescents. Il y en a dans pas mal de villes françaises. Ces maisons qui sont des maisons ouvertes, des lieux gratuits dans lesquels on reçoit les enfants ou les parents, où on les écoute, où on peut les orienter et où on s'aperçoit d'ailleurs que ça s'appelle la maison des adolescents, mais 50% des gens qui viennent nous voir sont des jeunes et parfois même des étudiants. Donc on voit bien que ces espaces qu'on peut créer dans la ville qui permettent d'entendre la parole et qui permettent de pouvoir essayer, avec ceux qui la formulent, de trouver des solutions est absolument quelque chose d'indispensable. Alors il y a les vulnérabilités et puis il y a la marge, ou ce que nous qualifions comme la marge, ce que la société qualifie de marge. Et là, je voudrais insister sur deux dispositifs qui me paraissent très importants. Un dispositif qu'on a mis en place sur l'accompagnement des adolescents bulgares d'origine rome, qui ne peuvent pas forcément aller, et on comprend pourquoi, à l'école, et pour lesquels on a essayé de trouver un système pour qu'ils puissent aller au collège le matin et que l'après-midi, on puisse les prendre en charge avec une association d'éducation populaire. C'est un moyen de les accompagner, c'est aussi un moyen de renvoyer un message à la société pour dire que c'est possible, pour dire qu'on peut trouver des solutions, et pour dire que même dans des situations de marge qui nous inquiètent, à partir du moment où on est capable de remettre ce lien avec l'individu et de remettre ce lien avec le collectif, on peut obtenir des résultats qui sont remarquables et indispensables pour notre cohésion sociale. C'est la même chose pour l'emploi et notamment autour de tous ces jeunes errants avec chiens qui nous mettent systématiquement en tension et qui mettent l'habitant dans une espèce de crise ingérable. Eh bien, là aussi, il y a des solutions. On a mis en place un dispositif québécois qui s'appelle Tapage, qui est un dispositif alternatif à la Manche et qui nous permet de leur faire des travaux à l'échelle de la ville et d'être payés le soir même pour avoir envie de revenir nous voir le lendemain. Et je disais tout à l'heure que 50% de ceux à qui nous avons proposé ces travaux sont aujourd'hui en CDI. C'est dire si entre l'image qu'on se fait d'un jeune punk à chien et le fait qu'il puisse être en CDI est quand même quelque chose qui devrait nous faire tous réfléchir, en tout cas qui nous fait nous réfléchir. Et enfin, bien sûr, je terminerai sur ceux qui passent à l'acte, tout simplement, et que nous recevons à la ville en essayant d'acculturer tous nos services et surtout pas que les services de l'action sociale, parce que je pense qu'il faut militer ardemment sur le fait que la question sociale ne concerne surtout pas que les élus et que les travailleurs sociaux, mais concerne tout le monde. Donc on essaye là aussi d'accompagner ces publics pour les ramener vers le droit commun. Voilà, de manière simple, un témoignage de ce qui peut se passer à Bordeaux, mais j'en suis sûre qu'il peut se passer partout ailleurs. Merci beaucoup Alexandra Ciari. Je vais demander à Fabienne Quiriot de venir nous rejoindre et de nous faire remonter les questions que vous avez eu la gentillesse de poser par écrit. Voilà les questions. Il y en a pas mal apparemment. Venez vous installer peut-être si vous voulez bien vous mettre là. Merci. Fabienne Quiriot, dont je ne vais pas souligner, mais qui est membre du groupe d'appui. Bien, beaucoup de questions que j'essayais de classer. J'en ai laissé un peu de côté pour les interventions suivantes. Voilà, donc il y a des questions qui concernent les politiques publiques
hein, la difficulté à voir se dessiner finalement une politique publique cohérente, nationale en faveur de la jeunesse, une question qui est posée. Est-ce que cela signifie-t-il un manque d'ambition de la part de nos élus? Qu'est-ce qu'on fait? On répond tout de suite? C'est peut-être mieux de répondre tout de suite. Oui, ça sera plus spontané. L'élu, c'est vous, hein, donc c'est forcément vous qui allez répondre. L'élu, c'est moi et c'est nous tous. Mais oui, en l'occurrence, voilà, vous êtes plus élu que nous. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il faut vraiment répondre à ça? Moi, je crois que non. Je pense qu'aucun élu ne manque d'ambition. Je pense que le seul fait de s'engager, c'est que déjà, on en a beaucoup pour le collectif. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui appelle simplement ce qu'on disait, du temps, de l'humilité, du partage et du travail collectif. Et donc, je pense qu'une journée comme cela montre à quel point on peut collectivement essayer de trouver des solutions. Voilà, je pense que c'était le sens des questions, disant qu'effectivement, il y a des politiques éclatées. Mettant l'accent aussi sur la prévention, beaucoup de questions à ce sujet, hein, en disant que finalement, on est toujours face à une jeunesse qui est en grande difficulté, mais qu'avons-nous fait avant pour éviter justement la dégradation de ces situations et d'en arriver à des situations souvent critiques, y compris même si c'est dans le registre de l'adolescence. Oui, c'est la question extrêmement complexe et difficile de la prévention. J'ai un jour entendu quelqu'un, je crois que c'est un orateur belge, disant que la prévention, ça aboutit à des gens qui sont prévenus, et des prévenus, c'est des coupables en puissance. Donc, la prévention, il ne faut jamais la confondre avec la prédiction, car la prédiction, c'est stigmatisant, et la prévention, ça devrait être une ouverture. Alors, je crois qu'effectivement, les racines de la difficulté et de cette rage dont j'ai parlé tout à l'heure, elles se trouvent souvent dans la petite enfance. Et je pense qu'effectivement, travailler au niveau de la délinquance à l'adolescence, c'est aussi en amont travailler sur l'importance de ce que j'appelle la parentalité et de permettre à toutes les adultes en situation d'exercer une fonction parentale auprès d'un enfant, d'un petit, d'être dans des conditions à peu près correctes. Et effectivement, dans le repérage des situations difficiles, etc., je pense que l'ensemble des services y participent. Il me semble qu'une des difficultés, mais je crois que c'est une des difficultés politiques majeures dans notre pays, c'est le clivage, puisque ce mot a été utilisé, le clivage aussi entre le social et le sanitaire, qui effectivement, dans le monde dans lequel nous sommes, où tous ces enfants en situation difficile sont, je dirais, un pied dans le sanitaire et un pied dans le social. Et qu'effectivement, là, on est confronté à, je dirais, des inerties, des lenteurs, des habitudes organisationnelles et administratives qui ne vont pas toujours dans le sens d'une efficacité. Je dirais que c'est effectivement un des problèmes importants, mais ça dépasse largement ce que je peux dire et faire. Donc, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, quelques questions à propos du rôle éducatif des parents, de la place des parents, des difficultés justement assurées, notamment dans cette période d'adolescence, de pouvoir faire face. Il y a une interrogation à propos des addictions, enfin plusieurs questions venaient là-dessus. On a peu parlé des addictions, bien alors sûr, que c'est une véritable question pour les professionnels qui sont confrontés. J'en ai parlé directement, en disant précisément que l'adolescence, c'est l'âge d'entrée dans les dépendances affectives. Et la dépendance affective, ça renvoie l'individu à quelque chose qui est douloureux, d'une tension et une insatisfaction. Et quand effectivement il met la main sur un produit qui calme cet état émotionnel, qui calme, évidemment qu'il a l'illusion de croire que le produit est préférable à la relation humaine. Et qu'il a l'illusion de croire qu'on maîtrise mieux le produit qu'on va maîtriser la relation humaine. Si effectivement toutes les conduites de dépendance se mettent en place chez le jeune adolescent autour de 14-15 ans, l'âge du passage du collège au lycée, 15 ans environ, toutes les enquêtes le montrent, qu'il y a un décrochage majeur, eh bien c'est pas par hasard. Un des problèmes de notre société, je crois que c'est fondamental, c'est qu'elle a pathologisé la dépendance. Alors que je crois que fondamentalement, la dépendance, c'est ce qui nous rend humains. Et cette pathologisation de la dépendance, cette pathologisation des conduites de dépendance, évidemment qu'elle existe à travers l'usage des produits, mais elle est en positif
ce qui est en creux, c'est-à-dire le besoin douloureux de chaque être humain et des adolescents en particulier de s'inscrire dans une dépendance relationnelle. C'est contre ça qu'ils luttent, parce qu'ils ont eu l'expérience, comme vous le disiez, on le disait tout à l'heure dans la petite enfance, de dépendance relationnelle négative, violente, humiliante. Il y a quelque chose qui, si je devais effectivement dire une politique de prévention, c'est faire la chasse à tout ce qui est la racine de l'humiliation dans les relations humaines et dans les relations sociales. Chaque fois qu'un jeune est humilié par lui-même, par sa famille, chaque fois, c'est une bombe potentielle. Très bien. Je vais essayer de traduire ce que 2 ou 3 questions mettent en avant. En fait, n'avons-nous pas omis de faire un travail de mémoire concernant un passé qui peut marquer douloureusement des jeunes, expliquer leur réaction en référence aux événements qui ont eu cours récemment? En fait, par exemple, il y a eu des études de psychosociologie qui ont indiqué, à partir des témoignages recueillis chez les jeunes révoltés dans les quartiers populaires en 2005, en 2007, que la mémoire de la guerre d'Algérie était toujours extrêmement prégnante. Et qu'en effet, le travail, pas seulement de mémoire, mais le travail de prise en considération sociale et politique des formes de relégation qui ont été engendrées par la fin du conflit et par les traumatismes générationnels consécutifs qui ont été générés par ce conflit, ce travail n'a pas été mené collectivement. Donc on en a encore en effet les traces aujourd'hui, et c'est sûr que si on psychologise à outrance des événements qui sont directement politiques, on perd de vue et cette mémoire politique et cette mémoire sociale. Donc c'est très important, d'ailleurs vous l'avez rappelé, vous l'avez souligné, hein, que la matrice sociale, la matrice politique ne saurait être occultée au profit d'une simple psychologisation de ce que serait l'âge adolescent. Je pense qu'on peut revenir sur les parents parce que je vois que beaucoup de questions ont porté là-dessus. Donc, Oui, on n'a pas abordé directement la question des parents, mais d'un point de vue épidémiologique, toutes les enquêtes, sans exception, montrent l'importance de l'encadrement familial et parental, sans exception, et évidemment le fait que l'adolescent part à la dérive quand cet environnement et cet accompagnement est en défaut. Donc il y a là, c'est massif, permanent. Et effectivement, c'est la raison aussi pour laquelle il faut toujours aider les parents, soutenir les parents, travailler avec les parents pour effectivement rétablir quelque chose de l'ordre d'un lien et d'une contenance à peu près positive pour l'adolescent. J'ai bien sûr conscience que c'est parfois une tâche quasi impossible, mais finalement les parents qui sont réellement, je dirais, complètement déficients aussi, sont pas si nombreux que ça. L'immense majorité des parents cherchent à bien faire. Ils le font parfois maladroitement, mais il faut les soutenir. Toutes les enquêtes montrent que la qualité du soutien parental est vraiment un élément fondateur et fondamental pour, je dirais, tous les adolescents. Donc, dire du mal des parents, disqualifier les parents, c'est disqualifier l'adolescent et l'aggraver d'une certaine manière. Donc, nous avons tous professionnels à partager ce respect et à travailler pour cette aide. Encore une ou deux questions sur le temps. Beaucoup ont relevé qu'on parlait du temps. Hein, et n'y a-t-il pas justement un paradoxe, ou peut-être est-ce qu'on n'est pas souvent à contre-temps entre la nécessité du temps éducatif, du temps de maturation pour l'adolescent et puis la précipitation quelquefois des décisions et de l'action? Je dis souvent qu'il faut 20 ans, 25 ans pour permettre à un être humain d'accéder, d'être dans la pleine épanouissement de son potentiel, et on n'a pas découvert encore la formule MP3 qui permet de compacter l'éducation en 30 secondes. Effectivement, le temps est consubstantiel de l'éducation, et dans une société qui est toujours pressée, y compris depuis les bébés et les petits-enfants, c'est effectivement quelque chose qui, pour moi, pédopsychiatre, est absolument dramatique.
cette accélération qui a été évoquée par un sociologue, Hartmut Rosa, est quelque chose qui est profondément néfaste au temps de l'éducation, qui fait partie justement de ces temps longs qu'évoquait M. Pierre Jox tout à l'heure, et ces temps du temps de la réflexion, du temps de l'attente, de la patience, de la souffrance, au sens attendre quelque chose. Notre société ne sait plus faire ça. Elle vit dans l'illusion de l'immédiateté, dans l'illusion du temps instantané, qui est, je crois, pour nous, psychiatres, la disqualification même du fait psychique. Et il y a là quelque chose qui, effectivement, prend l'adolescent en porte-à-faux et, je dirais, accroît son exigence, son impatience, son excitabilité et peut-être aussi quelque chose de cette frustration qui peut le conduire à des errements relativement ennuyeux. Peut-être une dernière question. À propos des rituels, des rites de passage, il est relevé que la disparition des rites traditionnels de passage, une question quelqu'un propose par exemple d'institutionnaliser des rituels. Quels sont aujourd'hui ces rituels? Et est-ce que peut-être il n'y a pas lieu de repenser justement une formalisation de ces rituels? C'est une question qui revient souvent. Alors, outre le fait qu'il y a des formes de rituels plus ou moins individuels, chacun, au fond, dans notre société, chacun bricole ses rituels. Dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles, les rituels sont imposés d'en haut et ils sont organisés, ils prennent sens. C'est vrai que nos sociétés ont eu tendance à, je dirais, supprimer les rituels individuels et que chacun maintenant est amené, chaque famille, chaque adolescent, à bricoler ses propres rituels de passage de l'enfance à l'adolescence. Ils existent tous. Mais voilà, alors, il y a une certaine anarchie dans cette disparition des rituels, une anarchie, mais il y a aussi une créativité qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier de dire que 80% de la classe d'âge des adolescents vont bien. Un nombre conséquent sont inventifs, découvrent, ouvrent des espaces nouveaux, créent parfois même des entreprises. Donc cette capacité d'innover, au fond, s'il devait y avoir un rituel dans nos sociétés, c'est l'injonction de donner à tout adolescent, aujourd'hui par la société et par les parents, allez, mon fils, ma fille, fais du nouveau, fais mieux que nous, avance. Alors, effectivement, pendant les 30 Glorieuses, c'était réalisable. Aujourd'hui, c'est plus compliqué et c'est plus difficile. Mais cette ouverture de notre société, il ne faut pas essayer d'en être nostalgique. Bien sûr, les rituels traditionnels ont en grande partie disparu. Ces rituels étaient effectivement peut-être protecteurs pour les plus fragiles d'entre eux. De ces adolescents. Mais ils étaient parfois très contraignants pour un nombre non négligeable d'entre eux. Donc notre société est comme ça, ne soyons pas nostalgiques, disons que notre société est ouverte et que l'ouverture, c'est le rituel de notre société. Mais là, si vous me permettez, vous parlez de l'entrée, d'un rituel d'entrée dans l'adolescence. Ce qui peut en être la sortie, ça peut être la recherche d'un travail et de trouver un travail, donc d'être indépendant financièrement, donc de pouvoir quitter la maison parentale. Et là, on voit bien que c'est mis à mal aussi en ce moment. Vous évoquiez tout à l'heure l'adolescence, cette longue phase et c'est là, il y a le vrai trou dans les prises en charge, c'est entre 18 ans et 25 ans. C'est là qu'il y a un effondrement, parce que dans l'ensemble, les jeunes et les mineurs sont à peu près, même s'il y a encore des progrès à faire, à peu près soutenus, mais il y a cette espèce de trou dans les prises en charge à un âge où effectivement les jeunes, et non plus les adultes, les jeunes ont besoin de cette reconnaissance sociale. Et c'est comme si à mesure qu'ils avancent, cette reconnaissance reculait. Et si j'ai appris quelque chose en travaillant avec Dejour, qui est un professeur qui parle beaucoup de pathologie au travail, souffrance au travail, c'est que la construction identitaire, ça ne s'arrête pas à 18 ans. La construction identitaire, ça continue. Et la reconnaissance par la société et la reconnaissance d'une construction au travail est un élément essentiel. Alors là encore, les plus fragiles, ceux qui ne sont pas diplômés, ceux qui n'ont pas d'origine culturelle satisfaisante au plan de leur imaginaire ou de la société, ceux qui sont stigmatisés, ceux-là, effectivement, ils butent sur un sentiment de rejet où, évidemment, leur construction identitaire est mise à mal et maltraitée. Et alors, effectivement, c'est un drame pour les jeunes que de commencer à travailler à 28 ans. C'est effectivement ce temps de jachère entre 18 ans et 28 ans, c'est le temps de l'effondrement, probablement aussi le temps de la construction de la haine. Et je pense que Madame la garde des Sceaux nous l'a dit, sans les excuser, on peut parfois les comprendre. Vous avez encore d'autres, peut-être rapidement, encore une question, puis après on va rapidement, conclure. Voilà, c'est une question. Comment concilier responsabilisation et transgression?
Comment concilier responsabilisation et transgression? En 1 minute 30. Oui, je pense qu'effectivement, chaque adolescent a le droit de penser ce qu'il veut. Il est légitime qu'il pense ce qu'il veut, et c'est sa légitimité absolue. Mais il faut lui apprendre clairement qu'il n'a pas légalement le droit et de dire et de faire tout ce que légitimement il a le droit de penser. C'est cet écart fondamental sur lequel nous devons travailler et qui n'est pas suffisamment explicité au niveau des jeunes. Et je crois qu'effectivement, il y a là quelque chose d'essentiel dans ce que j'appellerais l'accompagnement éducatif de ceux-ci. D'autant plus qu'il trouvera toujours quelqu'un qui sera d'accord avec lui par le biais d'Internet, des réseaux, etc. C'est tout à fait la modernité. Si jadis le jeune qui avait la haine dans son village se sentait isolé et peut-être même pouvait être gêné par ce sentiment de haine et en avoir honte, alors aujourd'hui sa haine, il la rencontre, il la trouve qualifiée par une rencontre sur Internet où il y a bien quelqu'un sur la surface du monde qui va effectivement penser comme lui. Du coup, effectivement, grâce à ça, il se sent conforté et justifié dans sa haine. Alors effectivement, il y a là un système d'auto-entretien et d'aggravation et on pourrait presque dire d'intoxication. Non, juste une réflexion de quelqu'un qui, à propos des Grecs, puisqu'on en a parlé ce matin, on a parlé de Socrate qui dit avec humour à l'intention de Madame la garde des Sceaux, espérant que la réforme ne soit pas reportée au calendrier grec. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.